Pour aujourd'hui, on va parler donc de confiance. La confiance, c'est l'élément dont on a besoin pour réussir tout ce qu'on entreprend. Sans confiance, on ne fait rien. Sans confiance, on n'arrive pas à initier un mouvement. On doit pouvoir penser qu'il est possible d'y arriver, sinon on ne le fait pas. Et pour entreprendre une action, pour entrer dans cette action de réalisation, quel que soit l'objectif et l'intention, il faut avoir un minimum de confiance. C'est donc la ressource principale pour arriver à atteindre les projets. Il y a 3 sortes de confiance qu'on peut identifier. La première, c'est la confiance en soi. La deuxième, c'est la confiance dans les autres. Et la troisième, c'est la confiance dans la vie, dans l'existence, on pourrait dire. Et elles ne sont pas forcément liées. On peut avoir confiance en soi et pas dans les autres, on peut avoir confiance dans les autres et pas en soi, etc. Hein? Donc ces 3 confiances, alors qui vont bien ensemble, hein. Si on les a les 3, on a tendance à casser la baraque quand même un peu, c'est sympa. Mais on n'a pas forcément les 3 au même niveau. J'ai juste mes notes un peu trop loin, donc j'arrive pas à lire. C'est ce qui est embêtant. Pardon? Oui, je vais devoir faire ça, bien sûr. Et donc, cette idée des différents styles de confiance nous permet d'aborder la vie d'une certaine manière, une manière un peu globale de se dire, quoi qu'il arrive, je sais que ça va aller. Ça, c'est la confiance dans la vie. Quoi qu'il arrive, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais trouver une solution, je sais que je vais m'en sortir. Ça, c'est la confiance en soi. La confiance dans les autres, comment est-ce qu'on pourrait le dire? Quoi qu'il arrive, je saurai repérer en qui je peux faire confiance. Alors, par rapport à la confiance, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'air d'avoir une grande confiance, des gens qui ont confiance. Hein. Moi, que souvent, les gens me voient, me rencontrent, et puis ils me disent, mais toi, tu as une confiance incroyable, toi, tu parles en public, tu donnes des conférences, ça a l'air cool, facile. Et c'est vrai que c'est assez cool et facile. C'est vrai que c'est très, très sympa. J'apprécie d'autant plus cette facilité que quand j'étais jeune, j'étais un timide maladif. Vraiment. J'étais vraiment grave. Voilà. J'ai osé répondre au téléphone. À l'époque, il n'y avait pas ces appareils. On avait des téléphones qui faisaient ring encore. J'avais un téléphone encore avec des touches. Hein. J'ai osé répondre au téléphone. J'avais plus de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'arrivais pas à répondre au téléphone. Tellement j'étais paniqué par le fait d'être confronté à quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, la timidité, c'est quelque chose que je connais bien, la peur, le manque de confiance. Quand j'étais apprenti, on me donnait du travail, j'exécutais mon travail, j'étais maquettiste à l'époque d'architecture, donc je travaillais manuellement. Et quand j'avais fini mon travail, je n'osais pas aller dire à mon patron que j'avais terminé. Parce que j'avais peur de tout ce qu'on pouvait me dire. J'avais peur de tout, un peu. Donc c'était... Soyez la bienvenue, pas de problème. Je suis un petit peu perdue. Ouais, mais c'est bien d'être perdu. Parce que ça donne l'occasion de se retrouver. Voilà, tout à fait, merci. Et donc c'est un exemple parfait. Quand on est perdu, on a l'occasion de se retrouver, de retrouver son chemin. Et quand on a la trouille, qu'on est timide, on a l'occasion de devenir confiant. Si on essaie confiant, pas bon exemple. Parce qu'on est confiant. Mais si on n'apprenait pas la timidité et la peur, on ne pourrait pas regagner la confiance. Je suis très tenté de vous emmener dans un truc spirituel, mais je crois qu'on va sortir un peu trop du cadre. Dans le sens où à peu près tout ce qu'on vit dans la vie, c'est de regagner quelque chose qu'on a perdu avant. La confiance, la conscience, pareil. On commence par perdre quelque chose et après, on fait des efforts pour le regagner. On vient au monde avec la confiance, on pourrait dire avec l'insouciance ou avec l'inconscience.
et on apprend la peur au fil du temps. Et on apprend la peur très vite avec les émotions qui viennent se lier aux expériences, les émotions, fameuses émotions négatives qui viennent se coller sur les expériences délicates ou douloureuses. Et donc on apprend ces émotions. Il y a la peur, bien sûr, il y a la colère, il y a la tristesse, le dégoût, les 4 émotions principales. Mais la peur est présente tout le temps. La peur, parce que quand on a de la tristesse, après on a peur de nouveau être triste. Quand on a du dégoût ou de la colère, on a peur de retomber. Donc la peur, c'est quand même un truc assez fondamental. Et la peur est la base du manque de confiance, en fait. Dès qu'on manque de confiance, c'est qu'on a une peur de ne pas y arriver, une peur d'être confronté à quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse. Il y a un truc intéressant dans la peur, c'est qu'il faut avoir peur pour être courageux. Sans peur, pas de courage. Et l'idée du courage est très intéressante parce que elle nous donne les paliers vers la confiance. Le courage nous donne les paliers à franchir vers la confiance. Le courage est une notion un peu élastique. On a plus ou moins de courage en fonction des paliers plus ou moins hauts qu'on est censé dépasser. Et souvent, lorsqu'on manque de confiance, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour prendre confiance. On manque de technique un peu, on manque de structure, on manque d'organisation. Souvent, quand on parle de confiance, en fait, on parle de manque de confiance. Parce qu'on souffre de ce manque de confiance. On se sent limité, on se sent coincé, terrorisé, parfois. Et donc, parler de confiance, comme on le fait ce soir, c'est avant tout parler du manque de confiance. C'est parler de la peur, de ce qui nous limite. Et le courage est intéressant parce qu'il nous permet de dépasser nos limites. Sauf que, quand on souffre cruellement de ce manque de confiance, on rêve d'être confiant comme un tel ou comme une telle. On a les héros de cinéma, moi j'adore les super-héros, on les regarde et oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui, ou comme elle. Il y a les stars de cinéma, etc. Il y a des modèles comme ça. Alors, il y a des modèles plus proches, comme des parents, des amis, des gens qu'on connaît, qui ont une grande confiance et qui nous donnent envie d'atteindre cet état. Ça nous donne envie d'atteindre cet état, alors on se trouve ici dans notre manque de confiance, dans nos peurs, et puis on voit l'autre là-bas pour qui ça va super bien, et on aimerait tout de suite être là-bas. Et c'est là où ça ne marche pas. C'est là où vraiment on prend le truc dans les dents, c'est qu'on va se juger en fonction d'un objectif qui est inatteignable. L'idée, c'est de gagner en confiance peu à peu. Et j'aime bien l'exemple du plongeoir. Parce que quand j'étais enfant, j'aimais bien plonger, j'aimais bien aller à la piscine, être au soleil, être dans l'eau, etc. Donc cet exemple de plongeoir m'est resté de manière assez forte dans ma construction personnelle. C'est que je regardais les gars qui plongeaient les 10 mètres. Le plongeoir le plus haut, tout en haut. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Mais ça me faisait beaucoup trop peur. Impossible à faire. Inatteignable, clairement. Alors je rêvais. Je me disais qu'un jour, peut-être. Et je me trouvais un petit peu nul de plonger depuis le petit plot en béton qui était au bord de la piscine. Néanmoins, quand on ne me regardait pas trop, j'allais quand même plonger depuis là. Jusqu'à être bien à l'aise. À plonger, à faire même des pirouettes. Et puis finalement, à m'en foutre de ce que les gens pensaient que je plongeais depuis là et à prendre aisance à plonger à mon niveau. Ensuite, je suis allé plonger sur les 1 mètre. 1 mètre, c'était déjà un peu haut, parce que c'est 1 mètre depuis le bord de la piscine, il faut rajouter encore l'épaisseur du truc. C'est déjà... Et puis, c'est moins stable, le plongeoir, il fait doing comme ça. Et on va pas à pas. J'ai plongé les 1 mètre pour suffisamment de temps pour être à l'aise. Puis après, je me suis dit, je vais peut-être essayer les 3 mètres. Et
Et un beau jour, j'ai été plongé les 5 mètres. Et là, j'étais très fier. Et donc, la confiance aidant, amplifiant, avec chaque fois du courage pour passer à l'étape suivante, je suis allé aux 10 mètres. Et j'ai jamais plongé. J'ai jamais osé. C'était vraiment trop haut pour moi. La confiance, c'est quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas exagérer non plus. Si on a trop de confiance, c'est-à-dire une confiance qui devient déraisonnable, qui peut être même égocentrique, qui peut nous faire perdre le sens des réalités, on peut se mettre en danger avec trop de confiance. On voit ça dans les sports extrêmes, des gens qui se tuent à ski ou en montagne, etc. Donc, il y a un équilibre à trouver entre toutes ces choses. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le courage augmente de manière graduelle et nous permet de gagner en confiance de manière graduelle. C'est vraiment important de passer par ces étapes. On est d'abord à la peur, on va utiliser ensuite le courage. Le courage va donner de la confiance. Et quand il y a suffisamment de confiance, il y a une intégration. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence. Hein? Aujourd'hui, pour parler de moi, mais est-ce que je peux parler d'autre chose que de moi? Aujourd'hui, je sens que c'est évident pour moi de vous parler ce soir. C'est même plus de la confiance, c'est juste moi, c'est naturel. Donc évidemment que c'est plein de confiance. Avant la confiance, il y avait le courage, avant le courage, il y avait la peur. Mais il y a un moment donné où c'est juste évident, où c'est juste que je me sens juste là. Et je suis persuadé que vous avez tous des zones de confiance, j'y viendrai un petit peu plus loin, que vous méconnaissez ou que vous négligez. On peut parfois confondre entre un manque de confiance et un manque de compétence. Genre, j'ose pas aller inviter une fille à danser, donc j'ai pas confiance. Mais en fait, c'est peut-être un manque de compétence. Si je sais pas danser, évidemment que je vais pas être à l'aise dans la confiance. Donc, des fois, on mélange un peu le manque de confiance et le manque de compétence. Si je suis incompétent dans quelque chose, c'est impossible que je sois en confiance. Donc, la confiance se gagne aussi en augmentant son niveau de compétence. Que ce soit dans n'importe quel domaine, relationnel, personnel, familial, professionnel, plus on augmente ses compétences, plus on va favoriser la confiance qui s'installe. Et donc j'aimerais préciser encore un point important. Il y a plusieurs points importants. Là, je suis en train de poser le décor un peu général pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on peut en faire, et notamment avec l'hypnose. C'est que on confond encore souvent la confiance en soi et l'estime de soi. Je vais laisser... Bonsoir Maria. La confiance en soi et l'estime de soi sont deux choses complètement différentes. Le fait d'avoir confiance en soi correspond à l'idée que je suis capable de réaliser quelque chose, capable de faire quelque chose. Je sais que je peux faire ça. J'ai confiance dans le fait que je peux le réaliser. Ça, c'est la confiance en soi. Alors, il y a des choses que je peux réaliser, j'ai confiance, puis des choses que je ne peux pas réaliser, donc je n'ai pas confiance. Mais donc ça va se répartir dans différents domaines. La confiance est donc liée à une action qui est réalisable ou non. L'estime de soi n'a rien à voir avec ça. L'estime de soi, c'est un jugement qu'on porte sur soi-même qui va être favorable et donc donner ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est un jugement favorable sur soi-même. On va avoir une bonne estime de soi, a priori c'est ce qu'on cherche, ou à l'inverse, une mauvaise estime de soi, donc un jugement défavorable sur soi-même. Et ça n'a rien à voir avec la confiance. Il y a des gens qui ont
beaucoup de confiance en eux, ils savent qu'ils peuvent faire des choses, mais ils ont une piètre estime d'eux-mêmes. Un exemple, quelqu'un peut être très bon dans son travail, très bon dans son job, et donc avoir une forte confiance en lui, dans son travail, se réaliser, s'épanouir pleinement, etc. Mais par contre, avoir une faible estime de lui-même, il dit, dans mon job, ok, je me débrouille. Il va avoir tendance à se sous-estimer tout le temps, même s'il est très fort. Je me débrouille, mais je ne suis pas un type bien, je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis nul. Hein. Mais il se réalise parce qu'il a accumulé beaucoup de compétences, donc il peut avoir de la confiance en soi dans un certain domaine, voire même dans beaucoup de domaines de sa vie, tout en ayant une pauvre estime de lui-même. Inversement, il y a des gens qui ont une grande estime d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des personnes bien, des personnes de cœur par exemple, en fonction de leurs valeurs, de leurs valeurs, de leur considération sur la vie, ils pensent vraiment, je suis quelqu'un de bien. Par contre, ils n'ont pas du tout confiance dans leurs actes. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans deux domaines différents. Et comme on est ici en train de parler de quelque chose d'un peu subtil, qui n'est pas toujours très facile à comprendre, d'ailleurs pas toujours très facile à expliquer, j'aimerais en profiter pour vous signaler que si vous voulez intervenir, poser une question, me contredire ou rebondir, évidemment que on n'est pas seulement ici juste pour écouter ce que je dis, mais pour un petit peu partager, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à me couper ou à me faire signe si vous aimeriez valider, invalider ou poser une question sur quelque chose que j'aborde. Donc il y a une grande différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Est-ce que tout le monde perçoit ça un peu, hein? Et donc, par contre, même si c'est très différent, ça va super bien ensemble. Si on a une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, on augmente notre champ de compétences, de possibilités, de puissance d'action, de potentiel de réalisation, c'est sûr. Maintenant, il y a un troisième élément que j'aime bien ajouter, dont pratiquement personne ne parle, c'est l'appréciation de soi. Et là, je vous avoue que j'ai encore un peu de boulot, personnellement. L'appréciation de soi, c'est quoi? C'est le fait d'être son meilleur ami. Plus que ça, c'est le fait de prendre soin de soi. Idéalement, et j'arrive pas toujours à faire ça, pensez à moi en me disant, Philippe, je prends soin de toi. Prendre soin de soi-même, de prendre soin de sa personne et de se soutenir. Hein? C'est pas seulement prendre soin de soi en prenant sa douche, mais de se soutenir dans l'adversité, dans les moments où on traverse des périodes difficiles, de se cajoler. Alors de temps en temps, je me fais des becs et je vous conseille de vous faire des becs de temps en temps. À part ça, c'est un truc, c'est une astuce mentale très efficace pour développer la confiance en soi et l'appréciation de soi. Donc, développer cette bienveillance envers soi-même, qui est assez subtile, parce que si je vais conseiller mon meilleur ami, je ne vais pas lui foutre la pression en lui disant tu dois faire ça absolument, être dans le il faut, je dois, etc. Cette tyrannie que souvent on s'inflige, hein, par les pensées, que je devrais être comme si, je suis nul, etc. Philippe, faut bouger, etc. Donc c'est pas ça. C'est être avec son meilleur ami, c'est lui dire écoute, je comprends. Courage, t'inquiète pas, ça va s'arranger, continue, tu vas y arriver, etc. Avoir ce discours intérieur bienveillant avec soi-même. Et ça, c'est un troisième ingrédient qu'on peut ajouter à la confiance en soi, à l'estime de soi. Si on peut ajouter encore cette appréciation de soi, là on a le trio gagnant. Qu'il soit dans l'ordre ou dans le désordre, on gagne. Qu'est-ce que l'hypnose va apporter à propos de ces choses-là? Parce qu'on est venu quand même parler d'hypnose, café hypnose, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que l'hypnose va pouvoir soutenir et
permettre de transformer, d'améliorer. Alors il y a plein d'approches possibles. Vous savez peut-être que l'hypnose est un univers, un monde très vaste, hein, qu'il y a des tas d'hypnoses différentes, que dans chaque type d'hypnose, l'hypnose classique, moderne, ericksonienne, spirituelle, humaniste, rapide, d'hypnose de rue, hypnose de spectacle, toutes ces formes d'hypnose ont encore des sous-groupes avec des auteurs qui ont créé des choses très différentes, qui ont apporté des compréhensions du mental vraiment passionnantes. Quand on parle d'hypnose, c'est comme quand on parle de musique, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Voilà, on sait qu'on parle de l'inconscient et du travail sur l'inconscient. Voilà ce qu'on pourrait dire, accéder à un état de conscience différent de l'ordinaire qui nous permet de faire des transformations dans l'inconscient. Mais on ne sait pas trop plus que ça. Alors, qu'est-ce que l'hypnose peut apporter à propos de confiance? Je vais vous parler simplement de ce que moi je connais, parce qu'il y a plein de choses encore que je ne connais pas dans l'hypnose, et je pense que je n'aurai pas assez de ma vie entière pour explorer toutes les possibilités. Mais simplement, on va surtout, avec l'hypnose, repérer et révéler des forces, les mettre en action, et ce qu'on appelle des ressources. Il y a des choses à l'intérieur de nous, tous, qui sont puissantes, lumineuses, et qui nous permettent pratiquement de tout faire. Et le cerveau, vous le savez sans doute, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand vous dormez la nuit et que vous rêvez que vous volez, vous ne remettez pas en question ça. Vous volez, c'est sûr que vous volez. Clairement vous volez, c'est dans votre réalité. Hein. Et puis le matin, ça vous étonne même pas, vous dites j'ai rêvé que je volais, c'était cool, j'ai adoré ça. Et donc, c'est quelque chose qui est réel pour vous, c'est votre réalité intérieure. Quand vous avez une douleur dans le dos, je dis dans le dos ou ailleurs, hein, vous avez une douleur, parce que vous le savez, logiquement, que vous avez une contradiction au boulot, en famille, et puis que vous n'êtes pas blessé au dos. Vous avez simplement une contraction musculaire qui vous fait mal parce que vous avez eu une contrariété mentale. Vous pensez avoir mal au dos et vous avez mal au dos. Ça, ce qu'on pense se réalise. Dans le physique et aussi un peu autour de nous, dans le sens où tout ce qu'on va projeter avec l'imaginaire va avoir tendance à se réaliser parce que tout ce qu'on projette va orienter notre attention vers ce qui a été imaginé. Je prends un exemple pour être plus clair. Il y a des gens qui ont l'impression d'être... je vais prendre un classique. Une personne qui a l'impression, qui souffre d'abandon, qui a l'impression d'être abandonnée. Elle a effectivement été abandonnée, elle a des structures de vie, une histoire de vie dans laquelle elle a vécu évidemment cette sensation d'abandon et toutes les émotions qui vont avec, et à partir de là, elle va se construire l'esprit, construire sa structure mentale à partir de cette émotion, de cette sensation, en disant, mon Dieu, je peux être abandonné et je sais que c'est pas drôle. Donc elle va, comme le subconscient est là pour nous protéger, pour la protéger, en l'occurrence cette personne, son subconscient va orienter son attention sur tous les abandons possibles et potentiels pour s'en protéger. C'est-à-dire que la personne qui souffre d'abandon va porter son attention sur toutes les personnes susceptibles de l'abandonner. Elle va donc focaliser son attention sur les abandonneurs, on va les appeler comme ça juste pour le moment, de sorte qu'elle va être naturellement attirée par ces gens, parce que les autres vont être effacés, elle ne va pas les voir. Donc le subconscient
va à ce moment-là créer ce qu'on va appeler le problème par la suite, la souffrance de l'abandon, pour protéger de l'abandon. Quand une personne, généralement c'est un enfant parce que toutes ces choses se placent assez vite dans la vie, quand un enfant va vivre l'expérience de l'abandon, il va expérimenter des sensations désagréables liées à ça. Le subconscient, lui, qui est là pour protéger la personne, va donc utiliser les émotions liées, peur, colère, tristesse, dégoût, qui sont liées à l'expérience de l'abandon. Puis il va se dire, oh là là, ça c'est pas agréable, donc on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Hein? Oui. Ok, on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc il va mettre en place une stratégie d'évitement ou une stratégie de déni, l'un ou l'autre. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant c'est les deux seuls que j'ai repérés. Et donc, en plus de ça, comme il trouve ça très désagréable, il va garder son attention dessus. Il va se dire, c'est dangereux l'abandon, c'est pas agréable. Hein? Donc il va sans cesse garder cette attention sur les potentiels abandons qui peuvent se présenter dans la vie. C'est-à-dire qu'il va inventer de l'abandon même où il n'y en a pas. C'est là où, pour se protéger de l'abandon, il va créer de l'abandon. Je prends un autre exemple pour que ça soit un peu plus clair. C'est l'exemple de la peur des araignées. Une personne a peur des araignées, a une raison d'avoir peur des araignées, ok, dans son histoire, d'accord. Il y a des émotions liées, il y a une stratégie d'évitement, voilà. Mais la personne n'a pas besoin de voir une araignée pour en avoir peur. Il suffit qu'elle y pense. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une araignée pour avoir peur. Une personne qui a peur des araignées, partout où elle va, quand elle rentre dans une pièce qu'elle ne connaît pas, elle regarde dans les coins s'il n'y a pas des toiles. Hein? Donc elle anticipe, elle projette l'araignée. D'accord? Puis si elle voit une toile, elle se dit, oh, mon Dieu, elle doit être quelque part. Et elle s'imagine déjà la grosse araignée, sans savoir ce que c'est comme araignée. Hein? Donc c'est dans ce sens-là où le subconscient, pour protéger des araignées, va produire des araignées, mentalement. Et pour se protéger de l'abandon, on va avoir toujours tendance à anticiper des situations d'abandon, voire même les provoquer. Hein? Et ça, c'est valable pour tous les problèmes. C'est contradictoire. C'est contradictoire. La pensée créatrice, c'est exactement ça. Donc, un des trucs que fait l'hypnose, que propose l'hypnose, c'est des approches de connexion à soi, pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ses pensées, pour arrêter d'inventer des araignées là où il n'y en a pas, et de réorienter son attention sur quelque chose de plus plaisant, sur des ressources, sur d'autres sujets. Donc on va, si on veut, peut-être dit autrement, quand on a un problème, gardons les deux qu'on a pris, abandon ou araignée, on va être hypnotisé par l'abandon ou par les araignées. Et ce que va proposer l'hypnose, c'est de se déshypnotiser de ce truc-là pour se réhypnotiser sur quelque chose de plus sympa. La confiance et les papillons, par exemple, pour faire un pendant. Hein? Donc on va switcher, si on veut, l'attention du subconscient pour qu'il arrête de fabriquer le problème et qu'il réoriente sur une nouvelle réalité. Parce que ce qui est intéressant, pour prendre l'histoire de l'abandon par exemple, qui est un truc assez un peu fort, je ne dis pas que les araignées c'est rien, hein, mais qui peut être vraiment gênant et perturber la vie, des araignées aussi d'ailleurs. Bref, peu importe. C'est que... mince, j'ai perdu le fil. Oui, il y a un événement évidemment qui a généré au départ le programme subconscient de protection. Mais cet événement n'existe plus. Il n'existe plus depuis longtemps. Hein? L'abandon n'existe plus. Les araignées ne sont pas là. Hein? Et c'est valable pour tout le reste. Mais le subconscient continue à les créer. Et pour les créer, il utilise une certaine structure. Il a une méthode pour créer les araignées. Comme un photographe, il a une méthode pour capter des images.
hein. Il a une méthode. Il va utiliser des projections mentales sous forme d'images, de sons ou de sensations. Et donc, l'hypnose ne va pas tellement s'intéresser à l'événement qui a créé le truc, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, on s'en tape, puisque de toute façon, ça n'existe plus depuis longtemps. Mais l'hypnose va s'intéresser à la manière avec laquelle le subconscient est capable de maintenir vivant un truc qui n'existe plus depuis longtemps. Et c'est là-dessus que l'hypnose va intervenir, donc sur les sens, sur les sensations. Et le moyen de l'hypnose pour faire ça, c'est l'imaginaire. Parce que dans l'imaginaire, vous avez toute possibilité, vous avez tous les pouvoirs. Dans l'imaginaire, vous êtes Dieu le Père ou Dieu la Mère. On ne sait pas. Et donc, c'est intéressant de voir que, grâce au fait que le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, il est capable de transformer les pensées, de transformer les sensations, de transformer et de libérer les émotions liées, afin qu'on puisse récupérer notre réelle présence, parce que finalement c'est une question de présence. Quand on est absorbé dans une peur des araignées, dans une peur d'abandon, ou dans n'importe quel problème, de trahison, de, je ne sais pas, toutes sortes de ces choses qui nous perturbent la vie, c'est qu'on n'est pas dans le présent. Dans le présent, tout va bien. Tout va bien. On peut faire aussi une distinction entre ce qu'on appelle la confiance primaire et la confiance secondaire. La confiance primaire, c'est la confiance de l'enfant. C'est une confiance absolue. Parce que l'enfant, il n'a pas encore suffisamment d'expérience d'échec. Il n'a pas d'expérience d'échec. Il fait des expériences de toutes sortes. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à marcher. On apprend à marcher en tombant, en fait. Hein? L'enfant, il voit les autres marcher, il se lève, il tombe, il se relève, il retombe, il se relève, il retombe, etc. Il a une sorte de certitude qu'il va y arriver. Et il s'en tape s'il doit se relever 1000 fois ou 10 000 fois, c'est égal. Bon, d'abord, il a le temps, il a que ça à faire, vous me direz. mais en même temps, il y a cette espèce de confiance absolue, de certitude que de toute façon, il va y arriver. Donc, il se relève tout le temps. Et c'est comme ça pour tout, il se met les choses à la bouche, on peut le gronder tout le lendemain, il recommence. Il est dans l'exploration, il n'a pas la notion d'échec. C'est plus tard, quand il devient plus grand, à partir de 7 ans, qu'il commence à avoir sa structure mentale suffisamment complexe et riche et complète pour pouvoir avoir un avis propre, et porter un regard propre et une analyse personnelle sur les choses, que là, la notion d'échec intervient. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va dire, ok, là, donc on passe dans la confiance secondaire, il va avoir besoin de soutien, d'encouragement de la part des proches, des gens qui l'entourent. Parce que s'il est brimé, qu'on se fout de sa gueule, etc., il va très vite intégrer la notion de l'échec et se dire, j'y arrive pas. Tandis que s'il est soutenu, il va faire plus de tentatives, jusqu'à décider que ce n'est pas pour lui. Mais la confiance secondaire est limitée en nombre de tentatives. Il y a des gens, ils essayent 3 fois, s'ils n'arrivent pas la 3e fois, ils laissent tomber. Ils décident, non, c'est pas pour moi, je suis nul. Puis il y a des gens, ils essayent 10 fois avant de dire qu'ils sont nuls. Mais de toute façon, il y a une limite. Ça, c'est la confiance secondaire. On essaye, jusqu'au moment où on dit, non, c'est pas mon truc. Et on laisse tomber. Un enfant, dans sa confiance primaire, il ne fait pas ça. Il ne laisse jamais tomber. Il fait de manière obsessionnelle jusqu'à ce que ça marche. Donc c'est vraiment une différence intéressante à connaître, de savoir notre confiance dans les choses nouvelles, elle est limitée. Mais qu'on peut, par contre, et ça, l'hypnose est intéressante, on peut prolonger, allonger, augmenter nos essais avant de laisser tomber. Il y a une chose intéressante qu'on peut utiliser en hypnose, c'est aller rechercher de la confiance dans le passé. Ça, c'est une chose qu'on utilise
qu'on utilise dans les séances pour retrouver de la confiance en soi, quand quelqu'un a perdu de la confiance en elle, c'est d'aller dans le passé rechercher des ressources. Et on va souvent dans l'enfance rechercher la confiance qu'on pouvait avoir dans les choses. Et c'est là où c'est intéressant de faire la différenciation entre cette confiance primaire et cette confiance secondaire. Où est-ce qu'on va chercher la ressource et quelle confiance on ramène dans le présent. Alors on va chercher comme ça dans le passé, on va dire, bon ok, on va dans la phase hypnotique, hein, quand la personne est dans sa transe hypnotique, en connexion avec elle-même, on va faire réapparaître des éléments, des événements de confiance, on va faire remonter, ressurgir des anecdotes, des situations dans lesquelles la personne était vraiment en confiance. Et puis on va réimporter ça, réimporter la sensation de confiance. Mais souvent ce n'est pas suffisant, parce que la personne qui est en hypnose, elle n'est pas dupe, elle sait qu'elle a été enfant, elle sait aussi se juger elle-même, elle est très entraînée à se juger elle-même, et donc elle va avoir de la difficulté à accueillir une confiance d'enfant dans son état adulte. Elle va avoir tendance à négliger ou à dévaloriser cette confiance qui est un peu enfantine. Et donc il y a une autre chose qui est très intéressante qu'on peut faire, c'est faire des projections de confiance. On va imaginer, utiliser l'hypnose et tout le potentiel imaginaire que cela apporte pour projeter une situation idéale, alors mettons des guillemets à idéal, parce que, mais disons une situation désirée, on va projeter la situation désirée, on va l'amplifier, on va la vivre en état hypnotique, hein, on va se mettre dans la peau du héros quelque part, on va ressentir les sensations, on va augmenter ses perceptions et on va réimporter ce qu'on appelle à ce moment-là un souvenir du futur. C'est très joli comme expression. On va créer un souvenir, créer une ressource plus loin et on la ramène dans le présent. Donc ça c'est aussi quelque chose que l'hypnose propose qui est utile pour augmenter, installer la confiance. Une des choses qui est aussi très intéressante par rapport à ce que l'hypnose propose, c'est la distorsion de temps. On va, dans l'état hypnotique, utiliser des méthodes qui font que vous perdez la notion du temps, que votre subconscient, alors lui, de toute façon, il est en dehors du temps, hein, et on verra ça encore mieux la prochaine fois, mais il est en dehors du temps, et les apprentissages que vous faites dans l'état hypnotique peuvent être extraordinairement raccourcis, amplifiés, parce que vous pouvez projeter le résultat dans le temps et comprimer le temps pour avoir ça dans le moment. Non, je n'ai pas compris. Attendez. Moi aussi, j'ai de la peine à me suivre des fois. Oui, donc l'idée que dans l'état hypnotique, le temps est distendu, hein, c'est-à-dire que la notion de temps disparaît. Si vous avez déjà vécu des séances d'hypnose, vous rentrez dans une séance d'hypnose, 3/4 d'heure après ou 50 minutes après vous sortez, vous avez l'impression que c'était 5 minutes ou 3 minutes, il s'est passé plein de trucs. C'est très difficile de donner un temps quand on est dans l'état hypnotique parce que le subconscient, il n'est pas référence temps. Il n'est pas référence matière, il n'est pas référence espace. Lui, il est complètement hors système. Donc il n'y a pas de temps. Donc autant on peut jouer sur la matière, sur l'espace et sur le temps aussi. Et quand on doit faire des apprentissages qui souvent prennent beaucoup de temps, quand on fait l'apprentissage en hypnose, on peut réduire le temps tout en augmentant l'intensité de l'apprentissage sur un temps réduit. Donc on peut faire une séance en 10 minutes, tu veux dire? C'est l'impression, non, c'est l'impression que la personne est là, c'est d'avoir fait 10 minutes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre beaucoup de choses dans un temps qui a l'air très court. Je vais expliquer un petit peu autrement. Peut-être qu'il faut préciser que quand je parle d'apprentissage, c'est d'apprentissage de la confiance. Hein, c'est pas l'apprentissage des maths.
d'accord? Qu'on soit d'accord avec ça. L'apprentissage de la confiance demande beaucoup de temps, comme on l'a vu tout à l'heure, des grades, l'histoire du plongeoir, etc. Et parce qu'on va l'intégrer de manière ordinaire, c'est-à-dire avec le conscient, qui a besoin lui de beaucoup de temps et de beaucoup d'expérience inconsciente pour pouvoir intégrer l'information. Le subconscient a besoin de beaucoup de temps quand le conscient est là. Hein? Le conscient est là avec son contrôle, avec son besoin de comprendre les choses. Vous allez devoir plonger 100 fois les 3 mètres avant d'aller aux 5 mètres. D'accord? Tandis que dans l'état hypnotique, vous allez pouvoir plonger 100 fois les 3 mètres en quelques secondes. C'est ça que je veux dire. Hein? C'est plus clair avec cet exemple. Hein? C'est-à-dire qu'on va concentrer l'expérience qui normalement dans l'univers physique va prendre beaucoup de temps, on va le concentrer dans un temps très réduit. Vous disiez? En fait, c'est le processus de répétition qui se fait en un temps limite. Ouais. Ouais. Et même le plongeon, il peut être instantané, je veux dire. Et puis ça peut être comme un film à haute vitesse. Hein. On utilise moi j'utilise beaucoup la distorsion de temps parce que ça nous permet de réécrire toute la vie d'une personne en, je sais pas, ça prend quoi, 3 minutes peut-être, quelque chose de cet ordre-là. Hein? Dans la visualisation. Dans l'état hypnotique. C'est une visualisation inconsciente, il n'y a pas forcément d'image. Hein? Entendons-nous bien que la personne qui vit ça, son conscient il est déconnecté. Hein? Quand elle sort de la séance, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Hein. C'est peut-être l'état de conscience modifié. Oui, c'est l'état de conscience modifié. Ouais. Qui joue. Donc c'est pas là je parle d'hypnose, je parle de ce qui se passe dans une séance hypnotique. Ok, c'est-à-dire une séance hypnotique où la personne est emmenée suffisamment profond pour relâcher complètement son conscient et laisser l'espace à l'inconscient. Ok? Après, tu vas pouvoir expérimenter, le subconscient va faire un travail qui est souvent très rapide, de réécriture de l'histoire de vie, par exemple, et puis ça va lui prendre une minute, peut-être, ou 2, maximum 3. Si une personne prend 3 minutes, je suis en train de me méfier qu'elle n'est pas très profonde, en fait, hein, puis qu'elle est en train de le faire. Aussi un peu mentalement. Hein, parce que c'est très très rapide. Le travail de l'inconscient, c'est quasiment instantané. Quand on lui demande de dérouler la vie, il le fait. C'est un film qui déroule très très rapide. Hein. On lui demande d'installer des choses, elle prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est très rapide. Le travail thérapeutique, il est assez subtil parce qu'il faut à la fois rassurer la personne qui est insécurisée, parce que si elle est trop désécurisée, elle va vouloir garder le contrôle, donc elle ne va pas rentrer suffisamment profondément en hypnose. Si elle ne rentre pas suffisamment profondément en hypnose, on peut travailler, mais on ne va pas pouvoir travailler aussi profond. Donc c'est une approche un petit peu empirique qui fait qu'on va peu à peu gagner en confiance. La personne va gagner en confiance en elle, elle va gagner en confiance dans sa propre faculté d'entrer en hypnose, ce qui va permettre d'aller plus profond et de faire des choses de plus en plus comment dire ça, intense, n'est-ce pas? Parce que là, on parle d'un truc très intense. Quand on fait réécriture d'une histoire de vie en quelques minutes, voire secondes parfois, il faut être vraiment là dans l'état où c'est l'inconscient qui fait ça. Mais toi, c'est pas la personne. Tu peux le déceler quand la personne elle est vraiment en confiance, ou alors elle est en train de penser. Ouais. Alors, notamment. Je peux pas être dans sa tête pour savoir si elle est en train de penser à acheter du pain ou si elle a bien parqué sa voiture, mais je peux voir si elle est là ou pas là. Ouais. Maintenant, on peut voir où elle en est dans son état de profondeur. Maintenant, il est important à ce niveau-là de la discussion de souligner qu'il n'y a pas besoin d'être dans des états profonds. Pour la plupart des travaux hypnotiques, des changements, on n'a pas besoin d'être dans un état profond. Il y a seulement certaines actions hypnotiques dont on vient de parler qui nécessitent un état profond. Mais la plupart des actions ne nécessitent pas cet état de profondeur. Heureusement, sinon on ne pourrait jamais y aller.
Il y a des gens qui éprouvent un sentiment d'insécurité un peu général dans la vie, qui sont un peu méfiants avec les autres, qui sont pas très sûrs d'eux, qui manquent de confiance en eux, qui sont un peu dans le thème du jour, hein, par rapport à la confiance, qui sont, voilà, pas très très sécures, mais ces gens, évidemment, ont besoin de beaucoup de contrôle. Hein. C'est des gens qui ont besoin de contrôler, ils ont besoin d'avoir un agenda très précis, d'être à l'heure, de savoir où ils vont parquer, et puis s'ils ne savent pas s'ils vont trouver une place de parc, ils sont vite flippés. Hein. Donc il y a, et c'est pas une critique, hein, c'est juste un état. C'est un état d'insécurité qui vient d'une expérience ancienne, souvent de la petite enfance, de la personne qui a vécu un état d'insécurité, puis qui se le traîne à travers sa vie. Donc c'est une des premières choses à faire avec ces personnes-là, qui sont souvent très contrôlantes, donc qui ont de la peine à rentrer en hypnose, qui, pour la plupart, ne viennent pas faire d'hypnose, surtout pas qu'on vienne me bidouiller des trucs dans mon cerveau. C'est souvent ce que ces gens-là disent. Mais il y a des gens qui sont dans le contrôle et qui ont fait déjà un certain chemin sur eux, ils disent « Ah, j'aimerais quand même bien voir si on peut... voilà, puis qui souffrent de leur hyper-contrôle, et donc qui viennent en séance, et puis qui ont un peu de peine à entrer. Alors ça, c'est notre job, d'arriver à occuper leur conscient, à faire quelque chose pendant qu'on travaille avec leur inconscient. Parce que souvent, c'est ça qui se passe. Hein. Quand on est face à des troubles de la confiance qui sont profonds, c'est qu'on est face à une insécurité profonde. Hein. Des gens qui vraiment n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui portent avec eux le fardeau de l'insécurité. Ça peut être des gens qui ont été abandonnés, des gens qui ont été trahis, des gens qui ont vécu des traumatismes, ou qui ont vécu des maladies, ou qui ont vécu des morts soudaines chez leurs proches. Imaginez un enfant qui perd un de ses frères et sœurs, ben je vous garantis que ça laisse un peu perplexe, hein, parce qu'un enfant n'est pas censé penser à la mort. À la mort d'un vieillard, peut-être, du grand-père, d'accord, mais à la mort d'un frère et sœur ou d'un petit copain d'école, ça fout les boules. Hein. Vous commencez à vivre votre vie de petit enfant en vous disant, bah, je ne sais pas si je serai vivant demain, quoi. Hein. Donc, il y a plein de raisons, là je donne juste un exemple, de raisons de créer une insécurité. Cette insécurité crée un surcontrôle, c'est-à-dire un besoin de contrôler les choses, ce qui crée souvent des troubles du sommeil, hein, parce que si je dors, je ne contrôle plus les choses. Donc je ne peux pas dormir, parce que si je dors, je vais peut-être mourir. Donc il y a des troubles du sommeil, avec toutes les conséquences qu'on peut connaître, qui viennent d'un sentiment d'insécurité, d'une construction insécure à un moment donné. Donc clairement, dans ce genre de cas, quand c'est un peu construit profond comme ça, on va avoir besoin de faire un travail en profondeur. Mais comme la personne est insécure et veut contrôler, elle ne veut pas entrer en hypnose. Du coup, on est un peu coincé. On veut aller profond pour faire un travail, mais la personne ne veut pas aller profond. Donc on va devoir aller tranquillement à gagner sa confiance. Pas moi à gagner sa confiance, mais moi et son inconscient, ou moi et elle gagner la confiance de l'inconscient, ou moi et l'inconscient gagner la confiance du conscient. Bref, toutes ces structures, ces différentes parties de la personne qui doivent s'équilibrer pour être en confiance, pour peu à peu pouvoir comprendre l'enjeu, le trésor qui est à trouver dans les profondeurs de l'hypnose. Et à ce moment-là, effectivement, on arrive à des cas du petit garçon qui a eu une mort précise et qui était bloqué dans sa vie à toutes sortes de niveaux, et à partir du moment où il a réglé ça, il y a tout qui a disparu. L'hypnose, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec toutes les sortes d'hypnose qui existent, est vraiment un outil riche de possibilités, qui permet, pour peu qu'on ait un peu, un peu de feeling, un peu aussi d'entraînement et de compétences, d'aborder pratiquement tous les cas. On peut utiliser, comme ça a été votre cas, un conte, une métaphore. On peut utiliser, semble-t-il aussi qu'il a dû utiliser, d'après ce que vous dites, la confusion. C'est-à-dire qu'on va confusionner le mental pour qu'il lâche quelque part. Erickson, vous connaissez peut-être Milton Erickson, je ne sais pas à quel point vous connaissez l'hypnose, mais un des fondateurs de l'hypnose moderne, disait, il le disait carrément, si j'arrive pas à hypnotiser une personne, il me reste à lui parler suffisamment longtemps pour que je l'ennuie. Elle va finir par
pas repartir en hypnose. Est-ce que si une personne s'endort, l'hypnose fonctionne aussi? Parce qu'il y a l'état de conscience modifié et une personne qui s'endort complètement. Ouais. Alors, ça correspond aux fréquences d'ondes cérébrales. Donc, on a l'état d'éveil qui est l'état bêta. C'est une toute petite couche, hein, c'est 7% de l'activité neuronale, le conscient. Ensuite, on a le subconscient qui correspond à 25% de l'activité neuronale. Donc, c'est une assez grosse épaisseur dans laquelle on trouve les fréquences d'ondes cérébrales entre alpha, le haut du subconscient, et θ, le bas du subconscient. Et donc l'hypnose travaille dans cette zone, entre alpha, translégère, vous connaissez peut-être la méditation alpha, quand on est dans la méditation, dans ce genre de truc, on est là. Hein. Et puis la transprofonde en θ. Une séance d'hypnose, ça fluctue. Hein. C'est l'esprit est comme, moi ça me fait penser à un dauphin. L'esprit c'est comme un dauphin qui vient de temps en temps, le dauphin qui vient prendre l'air et qui va dans les profondeurs faire des trucs, on ne sait pas ce qu'il fait, et puis il revient prendre l'air. Et souvent on a cette fluctuation à l'intérieur même de la séance d'hypnose qui fait que la personne, elle n'est pas très profonde, puis après elle est profonde, puis après elle revient, puis après elle repart profond, etc. Et donc l'inconscient va travailler dans les profondeurs, et moi mon expérience, alors bon voilà, mon expérience est aussi un peu limitée, mais de ce que j'ai pu comprendre, observer, c'est que l'inconscient semble aller vraiment travailler, faire des changements de programme dans les profondeurs, puis après il vient donner une information au conscient, plus proche du conscient, il vient donner l'information, une certaine information, un petit bout de l'information, et puis après il va continuer le travail. Et c'est comme si ces petits bouts d'information, c'était une initiation ou une préparation à initier le conscient au changement profond. Et pour répondre à votre question, si on descend plus profond, donc là on va dans l'inconscient profond, on va jusque dans les ondes delta, mais là on ne va pas plonger d'un coup. Hein. Donc on estime qu'à partir de l'endormissement, il y a encore 20 minutes qui est suggestible, où la personne elle est encore dans cet état un petit peu là, où la zone où il y a les rêves paradoxaux, là où on rêve, hein, cette zone-là est encore suggestible. Après, on dort trop profondément. Là, il y a vraiment tout qui se déconnecte, on dort profond, et l'inconscient profond, à ce moment-là, est complètement axé sur la régénération du corps. N'oubliez pas un truc, c'est que le subconscient est là pour vous protéger. Pour l'instant, il vous protège avec un problème, parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Mais son rôle, c'est de vous protéger. C'est sa mission. Dès qu'il va trouver mieux, il va vous protéger mieux. Il va filtrer. Dès qu'il va trouver mieux, il va changer le système. C'est sûr. Et il sera tout content de le faire. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, il a un système ancien qui est engrammé dans une structure mentale. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la structure mentale et pas sur l'événement. C'est parce que le programme qui est actuellement en cours, il est, si on veut, encapsulé dans une structure de type image, pensée, donc son, mot et ressenti physique. Hein? Et vous pouvez très bien avoir l'impression que vous avez un couteau dans le dos, planté. Et pour vous, c'est réellement réel. Hein? Même si on regarde, il n'y a rien, mais vous savez qu'il n'y a rien, logiquement. Mais votre subconscient, lui, il a un couteau planté, peut-être depuis très longtemps. Et ça fait du bien d'enlever ce putain de couteau. Donc, tout ça pour dire que, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, donc l'idée de s'endormir, tu rebondis là-dessus, c'est pas très bon de s'endormir devant la télé, bon, ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes un truc marrant, tu vas juste enregistrer des rires, c'est plutôt cool. Mais si tu regardes un film d'horreur, c'est pas trop sympa. Voilà. Après, si tu regardes, voilà, ça dépend ce que tu regardes, ce qu'il y a à la radio, etc. Une très mauvaise idée, très mauvaise idée, c'est de vous réveiller avec les nouvelles le matin. Mais surtout, faites pas ça. Ça, c'est vraiment du matraquage. Donc voilà. Quand on sait ça, on le fait un peu différemment. Par contre, un truc intéressant, avec l'idée de la suggestibilité dans l'endormissement pour celles et ceux qui ont des enfants petits,
vous pouvez les laisser s'endormir et savoir qu'ils sont suggestibles pendant 20 minutes. Donc allez, sans les réveiller évidemment, allez leur faire des suggestions. Ça marche sur les ados aussi. Ouais, sur les ados. Ça marche sur tout le monde, ça marche sur tout le monde. Bon. C'est plus facile avec les enfants parce qu'ils ont l'esprit plus vide, ils ont moins d'informations, mais ça marche sur tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça... Pardon. Oui, Non, allez-y. Je voulais juste terminer avec cette histoire d'enfant. Le truc, je dis ça, mais je m'empresse quand même de souligner qu'une suggestion ne se fabrique pas n'importe comment. Ouais. Hein? On n'utilise pas de négation. Hein? Donc, si vous dites à votre enfant qui est en train de s'endormir, demain tu feras attention de ne pas tomber avec ta trottinette, eh ben, elle va tomber, parce que c'est ça qui est imprimé, hein, d'accord? Tandis si vous lui dites, demain tu vas être un as de la trottinette, là il ne tombera pas. Hein? Donc il y a une manière de construire les suggestions qui est très importante. Et, vous disiez? Oui, moi j'ai grandi avec des paroles qui m'ont marqué de ma maman, pour une poésie par exemple. De répéter la poésie avant de dormir. Alors effectivement, c'est... Que le cerveau après, ouais. assimiler mieux. Je sais pas si... J'ai pas trop d'avis là-dessus, en tout cas pas en termes neuronal. Pas en termes neuronal. Il y a des essais qui ont été faits, il y avait d'ailleurs, dans les années 70, il y avait tout un marché là-dessus, je me souviens de ça, où on pouvait acheter des cassettes audio, là, à bande, avec des cours de langue, à écouter pendant qu'on dort. Ouais. Ça n'a jamais été démontré, non, clairement, non. Par contre, ce qui est joli, c'est d'utiliser l'endormissement, donc cet état un peu hypnotique, hein, pour s'auto-hypnotiser. On est dans l'auto-hypnose ici, en disant, bah, ça va être chouette parce que je vais bien me rappeler de cette poésie. Voilà. C'est déjà une suggestion. Hein. Donc votre maman, elle vous a fait une chouette suggestion en vous disant, pense à ta poésie en t'endormant, elle va rentrer. Alors c'est pas qu'elle va rentrer de manière neuronale, mais c'est une belle suggestion de confiance que demain, voilà, je saurai ma poésie. Donc la confiance ouvre les canaux de la mémoire également. Très bien. Il est 20h30 et je suis ravi d'avoir pu vous parler pendant un moment de tout ça. Un peu frustré comme chaque fois parce que j'aurais voulu en dire beaucoup plus. Mais j'espère que c'était intéressant pour vous et pour votre conscient. Et je sais que c'était passionnant pour votre inconscient. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir.